Salut la team, j'ai vu le film Meurtre sans ordonnance et comme vous le savez, j'adore savoir ce qui est vrai et faux et dans cette optique, voici ce qui est réel et ce qui est fiction dans le film et on en parle dès maintenant et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Meurtre sans ordonnance ou The Good Nurse de Netflix est une adaptation précise de l'histoire vraie derrière elle avec quelques changements mineurs et romances des événements réels. Basé sur le livre de Charles Graeber de 2013, The Good Nurse, A True Story of Madness, Medicine and Murder, le véritable drame policier raconte l'histoire d'Amy, une mère célibataire et une infirmière travaillant dans une unité de soins intensifs du Parkfield Memorial Hospital et qui reçoit un diagnostic de maladie cardiaque connu sous le nom de cardiomyopathie. Forcée de travailler à l'hôpital pendant encore 4 mois afin de bénéficier de l'assurance maladie dont elle a besoin pour une transplantation cardiaque, Amy rencontre le nouvel employé, Charles Cullen, avec qui elle se lie rapidement d'amitié. Lorsque la police d'État est appelée à enquêter sur une série de morts mystérieuses à l'hôpital, Amy se méfie de plus en plus de Cullen et joue un rôle déterminant dans l'arrestation du tueur en série et de l'aveu éventuel du meurtre d'au moins 40 personnes. Racontant l'histoire à travers la perspective d'Amy plutôt que celle de Cullen, l'accent principal du film n'est pas sur les crimes du tristement célèbre tueur en série, mais sur la rupture d'une amitié et l'impact traumatisant de découvrir qu'un proche est un meurtrier de sang-froid. Contrairement à d'autres histoires de crimes réels sur la même plateforme, The Good Nurse révèle peu de choses sur la vie ou les crimes de Cullen avant qu'il ne rencontre Amy, se concentrant plutôt sur ses derniers meurtres et son arrestation en 2003. Bien qu'il ne couvre qu'une petite partie de l'histoire de Cullen, le film est d'une précision saisissante et établit un portrait des mois qui ont précédé son arrestation et du rôle crucial d'Amy dans le processus. Voici ce qui est vrai et ce qui est de la fiction dans ce film. Alors, est-ce que Amy est une vraie personne et surtout, est-ce qu'elle était amie avec Charles ? Amy est une vraie personne qui travaille actuellement comme maître de Reiki et hypnothérapeute, entre autres. Elle était en fait une infirmière agréée qui travaillait dans une unité de soins intensifs aux côtés de Charles Cullen et souffrait de cardiomyopathie qu'elle a cachée à ses collègues. Comme le révèle le générique de fin du film, Amy a subi une chirurgie cardiaque expérimentale en 2008 et sa santé s'est depuis améliorée. Elle est mère célibataire de 2 enfants et maintenant grand-mère. Elle a en fait participé au tournage du film afin d'aider pour le marketing donnant plus d'authenticité. Amy et Charles étaient vraiment des amis proches lorsqu'ils étaient collègues. Cullen a travaillé avec Amy à l'hôpital et l'a en fait aidé à cacher sa maladie cardiaque à ses collègues. Rappelant sa relation avec Cullen, elle a révélé que Charlie et moi étions très liés par des traumatismes de la même manière que les soldats se lient. J'avais une relation avec lui qui était très amusante, très drôle, nous plaisantions et il était l'une des personnes les plus proches de moi. Le film dépeint avec précision ce genre d'amitié au travail avec les deux partageant des conversations légères sur des épisodes importants de leur vie. Alors que leur relation était étroite, le film exagère la relation de Cullen avec les enfants d'Amy. Ses enfants connaissaient Cullen, mais il n'y a aucune preuve qu'il ait jamais rencontré ou que Cullen ait jamais visité la maison d'Amy. Abordant ce problème dans une interview, la vraie Amy a expliqué que l'écrivain Krysty Wilson-Cairns a ajouté ce détail comme un moyen de faire comprendre aux gens à quel point ils étaient proches. Dans le film, Amy et Cullen se lient sur leurs divorces respectifs et la relation turbulente de Cullen avec son ex-femme devient une source d'humour pour le couple. Comme dans le film, Cullen a été séparé de sa femme Adrienne Baum pendant 10 ans et était déjà père de 2 filles lorsqu'il a rencontré Amy. Baum a déposé une ordonnance d'éloignement contre Cullen en 1993 et a affirmé que son ex-mari avait abusé des chiens de la famille et constitué un danger pour elle et ses enfants. Cela devient une source d'humour pour Cullen dans le film alors qu'il dépeint son ex-femme comme l'empêchant à tort de voir leurs enfants. Cependant, le film laisse de côté les antécédents de maladies mentales et de tentatives de suicide de Cullen. Cullen a souffert de dépression pendant la majeure partie de son enfance et de sa vie adulte et a tenté de se suicider à plusieurs reprises au cours de son service dans la marine américaine. Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans le film, une grande partie du traumatisme résiduel de Cullen est capturée dans la performance subtile de Redmayne. D'ailleurs, la vraie Amy a déclaré qu'il incarnait vraiment comme si c'était Charlie. Alors, est-ce que les victimes sont réelles ?
Contrairement à d'autres histoires de crimes réels, comme l'histoire de Dahmer par exemple, le film n'utilise pas les noms ou les histoires des vraies victimes de Cullen. Le réalisateur Tobias Lindholm et l'écrivain Krysty Wilson-Cairns ont choisi de renommer les victimes et de modifier subtilement leur histoire pour éviter de traumatiser à nouveau les personnes touchées par les crimes de Cullen. En conséquence, Anna Martinez, dont la mort suspecte appelle une enquête de la police d'État dans le film, est un personnage complètement fictif. En réalité, c'est le meurtre d'un prêtre local nommé Florian Gall qui a finalement conduit à l'arrestation et aux aveux de Cullen. En plus de modifier les noms des victimes, le film change également le nom de l'hôpital où Cullen et Amy travaillaient. Dans le film, Parkfield Memorial Hospital est une version fictive du vrai Somerset Medical Center au New Jersey où les deux ont travaillé en 2003. Tim Brown et Danny Baldwin, les deux détectives de police du film, sont cependant les vrais noms des détectives qui ont enquêté sur Cullen dans la vraie vie. Autre question, est-ce que Cullen a vraiment utilisé de l'insuline et de la digoxine ? Dans le film, Cullen assassine ses victimes en injectant de l'insuline et de la digoxine dans les sacs des patients. Des médicaments non létaux peuvent néanmoins induire une surdose mortelle, ce qui est exactement la façon dont Cullen a commis ses crimes dans la vraie vie. Comme le montre le film, Cullen a obtenu ces produits via une défaillance du système informatique de distribution de médicaments de l'hôpital. Les enregistrements de l'ordinateur ont montré que Cullen demandait des médicaments pour des patients auxquels il n'était pas affecté et que de nombreuses commandes, y compris l'insuline et la digoxine, étaient rapidement annulées après la demande. Dans le film, Amy voit Cullen exécuter cette astuce exacte pour obtenir des médicaments pour traiter sa cardiomyopathie, qui est l'une des raisons pour laquelle elle se méfie par la suite de Cullen. Est-ce que l'arrestation et les aveux de Cullen sont vrais ? Le film dépeint avec précision l'histoire vraie de l'arrestation et des aveux de Cullen. Comme dans le film, après que l'hôpital n'ait pas coopéré avec la police d'État, Amy a approché les détectives Baldwin et Brown avec ses soupçons concernant Cullen. L'hôpital du Somerset, comme le fictif Parkfield Memorial Hospital, n'a pas non plus contacté la police pendant plusieurs mois après le premier signalement de la mort suspecte. De même, le film montre la police exhumant le corps d'une des victimes de Cullen pour effectuer une autopsie qui a confirmé la présence de digoxine et d'insuline dans le sang du patient à sa mort. Cet événement s'est en fait produit dans la vraie vie, avec l'auteur du livre Charles Graeber notant qu'il a des photographies de cette époque et que cela ne pourrait pas être plus ressemblant dans le film. Dans un autre détail précis, Cullen a en fait été licencié par l'hôpital avant son arrestation pour la raison d'avoir menti sur sa demande d'emploi. De plus, Amy a vraiment servi d'informateur infiltré pour la police et a été chargée de rencontrer Cullen après le travail tout en portant un micro. Les preuves de ces conversations ont fourni à la police la cause probable dont elle avait besoin pour arrêter Cullen. La scène culminante du dîner dans le film entre les personnages de Chastain et Redmayne est en fait basée sur une conversation de 2 heures entre les deux dans la vraie vie. Pour le scénario, Graeber a fourni à Wilson-Cairns les transcriptions de cette conversation. Un détail que le film change à propos de l'histoire vraie survient au 3e acte lorsqu'Amy, réconfortant Cullen et le traitant comme l'ami qu'il était autrefois pour elle, le convainc d'avouer ses crimes. Le film prend ici un rare degré créatif car, en réalité, Cullen a rompu les liens avec Amy une fois qu'il a découvert son implication en tant qu'informateur infiltré. Cullen a en effet avoué ses crimes directement aux détectives Baldwin et Brown et, dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, a promis de coopérer avec les autorités si elles ne poursuivaient pas la peine de mort. On se pose tous la même question, mais combien a-t-il tué de personnes ? Le texte à l'écran à la fin du film indique que Cullen a plaidé coupable du meurtre de 29 personnes. Le nombre réel de victimes serait de 400. Alors que Cullen a été reconnu coupable de 29 meurtres, il a en effet avoué jusqu'à 40. Comme l'indique le film, Cullen purge en effet actuellement 18 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive dans la prison d'État du New Jersey et ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2403. Bref, c'est mort. Le tueur en série a d'abord été condamné à 11 peines d'emprisonnement à perpétuité, mais a été condamné à 6 autres par le juge William Platt lorsqu'il a crié à plusieurs reprises les mots « Votre honneur, vous devez démissionner » lors de son audition, et le nombre est depuis passé à 18. De plus, alors que les chiffres exacts varient, les estimations les plus fréquentes placent l'année d'éligibilité de Cullen à la libération conditionnelle en 2388 ou 2403, comme le suggère le film. Dans l'ensemble, donc, le dernier véritable drame policier de Netflix reste fidèle à l'histoire vraie déchirante, tout en modifiant des détails mineurs pour rendre son message plus poignant et ses battements émotionnels beaucoup plus intenses.
Voilà, je pense que j'ai bien résumé tout ce que je voulais dire sur ce film. Toi, si tu as vu le film, même si tu l'as pas vu d'ailleurs, hein, tu peux me laisser un message dans le commentaire pour me laisser un avis, soit sur la vidéo, soit sur le film. Merci. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance, et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.